J'ai eu la chance, en fait, pour moi, d'avoir vécu toutes les générations. Et cette ancienne génération m'a beaucoup apporté aussi. C'était mon premier pas de professionnel. Donc voilà, quand tu retournes en arrière, c'est juste incroyable, quoi. Quand tu es jeune comme ça, déjà tu savoures ta première sélection, tu te dis pas que ça va durer 15 ans. Moi, je me suis jamais dit ça. J'étais un peu prise dans le truc et tu as toujours envie d'être meilleure, de progresser. Là, forcément, vu que j'arrête l'équipe de France, j'y pense un petit peu et je fais un peu d'introspection et je me dis, mais c'est juste incroyable d'avoir vécu autant d'années en équipe de France et d'avoir croisé autant de personnes sur mon chemin de sportif de haut niveau, quoi. Il y avait le fait d'avoir eu cette médaille au JO, plus derrière la confirmation, même si c'était pas la plus belle, aux troisième place. Tu te dis, il manque rien. Donc là, tu es en finale, c'est un match, on joue au handball, on fait ce qu'on aime. Enfin, c'est juste hyper kiffant en plus de se retrouver dans une salle et de te dire qu'à la fin, il y avait un silence. C'était juste ouais, incroyable comme sensation, quoi. Donc je pense que voilà, petit à petit, on a aussi pris confiance et réalisé que c'était possible. Voilà, rien que d'en parler, tu me mets des frissons. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous retrouver en direct depuis la base de l'Andivision. On a un peu de retard, désolé, mais le programme était chargé. Amandine est avec nous aujourd'hui. Bonjour Amandine. Merci d'être avec nous pour cette journée exceptionnelle. Tu es arrivé cet après-midi, tu avais vu pas mal d'ateliers aujourd'hui. Tu nous as fait aussi une petite conférence en privé pour livrer quelques secrets de réussite de ta carrière qui a été marquée et jalonnée de succès divers et variés. On va y revenir justement pendant cet échange. N'hésitez pas pendant ce temps-là aussi à poser vos questions en direct. C'est une occasion unique qu'on a aujourd'hui d'avoir une championne olympique avec nous. On va peut-être commencer par te présenter ton parcours aussi, ton long parcours au sein de différentes équipes de la Champions, enfin, de la Ligue des Champions, mais aussi au sein de l'équipe de France avec laquelle tu as eu énormément de succès. Peut-être que tu peux revenir brièvement sur ce parcours-là pour nous dire aujourd'hui qui est Amandine Leno dans les grandes lignes de ton parcours. Vraiment dans les grandes lignes parce que c'est précis. Et déjà, merci. Je suis hyper contente d'être là et de partager ce moment avec vous. J'ai vécu quelques petits moments incroyables aussi en étant là. Moi, tout simplement, je m'appelle Amandine Leno, ancienne gardienne de l'équipe de France de handball et aussi Metz Handball. Et après, par la suite, par plusieurs clubs à l'étranger, notamment Győr, en Hongrie, et donc où j'ai eu la chance de remporter la Ligue des Champions, donc la plus haute coupe d'Europe qui existe en club. Et j'ai fait presque 18 ans en équipe de France, où j'ai eu la chance d'être championne d'Europe, championne du monde et championne olympique. C'est vraiment les trois titres incontournables quand on espère un jour être championne professionnelle de hand. Déjà de jouer en équipe de France, c'est incroyable, mais en plus de pouvoir avoir ces médailles d'or autour du cou, c'est incroyable. Ouais, donc, si un parcours de longévité remarquable avec l'équipe de France, tu auras fait combien de Jeux Olympiques au total? Alors j'en ai fait 4 en tant Ouais. que joueuse et je pense de faire ma cinquième en tant qu'entraîneur Paris cet été. Donc là, JO de Paris, tout frais dans ta tête et dans C'est ton ça. esprit en tant qu'entraîneur. Ça s'est bien passé de ton point de vue sur ce changement de statut en tant que joueuse à entraîneur? Comment tu les as vécus ces JO? C'était vraiment incroyable. Je me suis posé la question quand même parce que les JO, ça reste une compétition vraiment spéciale Ouais. pour les sportifs. Je me suis dit, ah, peut-être que celle-là, elle va te manquer un petit peu. Mais finalement, j'étais bien, j'étais très très bien au bord du terrain à essayer d'accompagner ces filles-là. J'ai eu la chance d'en faire 4 avant, de Pékin jusqu'à Tokyo, en passant par Rio et Londres. Donc, finalement, je pense que mon parcours a été beau avec 2 médailles olympiques.
dont une en or. Donc, c'est vraiment incroyable d'avoir pu partager ces moments et aujourd'hui d'accompagner les JO à Paris. C'était vraiment un pur bonheur. Les gens étaient agréables, Ouais. humoureux. C'était vraiment incroyable dans les salles. Les salles étaient remplies. C'était juste génial. C'est une ferveur qu'on a senti aussi. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre de l'intérieur, on le voyait bien depuis les écrans, c'était un truc assez incroyable. Et j'y vois à Paris à la maison, Ah ça oui, arrive qu'une fois dans la ouais, vie, c'est un hein. vécu. Ça, c'est sûr. Donc, t'as eu la chance de vivre ça, c'est super. En tout cas, on a eu grand plaisir à suivre l'équipe de France aussi dans son parcours. Euh, alors, j'ai plusieurs sujets à aborder avec toi dans le temps qui nous est compté. Déjà, le premier qui est peut-être un peu intime, Doudou. Pourquoi Doudou? Pourquoi on t'appelle Doudou dans l'équipe de France? Mais c'est assez particulier parce que je pense que ça vient de ma première équipe, Ouais, Aubenas, là où j'ai pas vraiment le souvenir réel de pourquoi du comment. En tout cas, c'est un surnom qui me va assez bien parce que je suis plutôt quelqu'un de douce, de gentil, mais quand même, faut pas ouais, aller chercher trop loin. en fait. Exactement. Et en fait, ben, c'est toujours resté, puis finalement, ça reste. Moi, je te pose la question parce que, comme tu le sais, peut-être, chez nous, en tout cas, ceux qui nous écoutent le savent sans doute, dans notre communauté de la chasse embarquée, les pilotes ont l'obligation d'avoir un nom de guerre, un nom de guerre. Donc, bon, moi, c'est Helmut, mais chacun a le sien propre. Il se trouve que Maverick était déjà donné dans un film, donc tout le monde, Oui, personne peut s'appeler Maverick, ça s'était déjà donné. Mais il n'y a pas de processus particulier chez vous de baptême ou de changement de call sign? Ou est-ce que vous avez chacun a son surnom dans l'équipe ou c'est vraiment toi particulièrement parce que Doudou c'est resté comme ça depuis le début? alors, Toulouse, c'est resté comme ça depuis le début. On a Ouais, quand même pas mal de filles qui ont un surnom en rapport à leur prénom, ouais. parce que déjà c'est un peu plus court, ou sinon rien à voir, parce qu'il y a toujours des petits chambrages, hein, il faut être honnête. Dans les équipes, on passe des moments très intenses et très forts pendant longtemps ensemble, donc des fois il y a des petits surnoms comme ça qui naissent d'un stage ou d'une compétition, et voilà, et ça rappelle tous les bons moments qu'on passe ensemble aussi. Bon bah super. En tout cas dans ces bons moments là justement on a une question. Je prends une question au vol là. Petite moufle. Pour vous quel est enfin pour toi quel est le plus incroyable moment de ta carrière? Est-ce que tu devais retenir une chose aujourd'hui si c'est possible? Parce que une fois de plus ta carrière a été quand même assez longue, très longue même. Qu'est-ce qui aujourd'hui tu devais retenir une seule chose? Qu'est-ce que c'est? C'est toujours une question compliquée, mais je vais être honnête. Tout le monde dit la médaille olympique parce que les Hmm. JO, c'est quelque chose d'incroyable. Mais moi, en fait, je sélectionne pour toujours ma première médaille de championne du monde, la première médaille en or, parce que Alors 2017 c'est ça? ouais, parce que Ouais, j'ai mis 12 ans à la gagner. ouais. J'avais été vice-championne du monde, mais j'avais jamais eu cette médaille-là. Et finalement, la première reste la première et l'émotion que ça m'a créée, de porter cette première médaille, m'a permis aussi de me dire qu'on pouvait aller chercher les autres et d'y croire plus fort. Donc finalement, elle reste essentielle. Donc finalement, c'est ce tremplin qui t'a permis après derrière de croire en tes rêves et d'aller encore au-delà, parce que le champion du monde, c'était quand même déjà marquant, mais en fait, ça a construit le succès, les succès qui venaient d'après derrière. Je pense que oui, parce qu'on avait ça avait tellement été dur auparavant, le chemin avait tellement été long et on échouait tout le temps à très peu. Et je pense que ça a permis de débloquer aussi quelque chose chez nous qui a permis d'aller chercher ces médailles-là, de se dire qu'on avait autant de valeur que par exemple l'équipe norvégienne et qu'on l'avait déjà fait. Et par contre, c'était à chaque fois une nouvelle histoire. Donc construire une nouvelle histoire pour ramener une médaille d'or. Et une fois qu'on l'a fait, c'est qu'on peut le refaire. Bon, bah ça, c'est aussi un message, je pense, qui est intéressant pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui connaissent bien le milieu de la chasse embarquée. Alors, on a beaucoup aussi dans notre communauté de jeunes qui veulent nous rejoindre et qui veulent notamment faire pilote de chasse. Et je ne sais pas si tu le sais, mais dans notre communauté, en fait, pour intégrer les rangs des pilotes, on a le droit à trois tentatives. Et D'accord? donc, on peut commencer à 18 ans et ça va jusqu'à 26 ans. Et donc, c'est très rare que les personnes y arrivent du premier coup, donc ils doivent essuyer un échec au début, et forcément c'est un rêve. Alors chacun a son rêve, c'est sûr que toi tu rêvais de médaille d'or olympique. Ceux qui rentrent dans la chasse au marqué, euh, beaucoup d'entre eux souhaitent devenir pilote, et donc forcément on veut se donner tous les moyens pour y réussir, et on doit faire face à des échecs. Et donc ce que je retiens aussi de ton histoire, c'est que on construit aussi ses succès avec bah, les échecs qu'on a eu. Alors tu as eu des échecs aussi sur le plan physique, toi de ton côté, hein.
parce que tu t'es blessé à 2 reprises dans ta carrière, ce qui n'a pas été simple. Mais ça a sans doute aussi dû instiller quelques doutes. Comment tu as surmonté ces épreuves au niveau du doute, puisque au-delà de l'aspect vraiment purement physique, comment tu as juré, comment tu as su surmonter ces doutes? Ben, il y a différents aspects. Je pense que il y a eu l'aspect de mes blessures. J'ai eu deux opérations aux deux genoux différentes, ligaments croisés pour les deux genoux à des périodes différentes de ma carrière. Ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais vraiment ce que je faisais. Ouais. Ah, ça a créé un manque en fait. Ça m'a Ouais. vraiment créé un manque, des fois, notamment la deuxième fois ou la première fois, j'avais 16 ans, Mm. où là, je me suis dit, je veux vraiment être handballeuse professionnelle. Et la deuxième fois, c'était vraiment au plein cœur de ma carrière, où là, je me suis dit, ah, j'ai vraiment encore envie Ouais. finalement, donc je vais encore faire l'effort, je vais encore travailler, je vais me rééduquer, je vais tout faire pour revenir au plus haut niveau. Et les échecs qu'on a pu avoir aussi en perdant des matchs importants, finalement, même si c'est dur à l'accepter, hein, dans un Ouais, premier ouais. temps, fait partie de la construction d'un parcours de sportif de haut niveau et te permettre peut-être pas de savoir le chemin vers lequel il faut prendre, c'est pas automatique, Mm. c'est suivant chaque chemin, chaque compétition, chaque joueuse est différente et chaque collectif est différent. Mais par contre, tu sais lequel tu dois pas prendre. Ouais. Voilà. Donc, il y a déjà des warnings qui sont mis un petit peu en amont. Ouais, on s'est planté là la dernière fois, on va Ouais. pas refaire la même connerie. D'accord. Alors, peut-être que avant que je te pose la prochaine question, pardon, on va peut-être revenir juste sur la séquence d'aujourd'hui, puisque tu as eu la chance de venir au plus près des avions. Comment tu as vécu la séquence, notamment de décollage que tu as vue au bord de la piste? On va la visionner là ensemble. Déjà, je me suis sentie hyper chanceuse euh, d'être là, de vivre ce moment. Je m'étais préparée à vivre quelque chose d'intense. Je me suis dit, ça va faire du bruit. J'avais pensé un petit peu aux vibrations qu'on pouvait ressentir. J'avais pas pensé au retour de flamme, un petit peu, on va dire. Retour de flamme aussi, on peut le dire comme ça. J'ai le bonheur d'avoir partagé ça avec ma famille et mes enfants. Et voilà, c'était vraiment très puissant. J'ai ressenti quelque chose de fort, comme on peut ressentir quand on s'approche d'un match important, d'une tension où tu te dis, le pilote va vraiment Ouais. décoller, c'est très impressionnant. Et c'est vraiment, ouais, c'est puissant. C'est difficile de retranscrire ce que j'ai vécu au bord de cette piste. En tout cas, c'est un moment incroyable. Donc, je te remercie d'avoir Bah, partagé ce moment-là. avec plaisir, tout comme merci d'être là aujourd'hui. Alors, comme tu le sais, bon, c'est qui décolle de la piste, mais vocation, c'est de s'entraîner ici pour pouvoir ensuite aller sur le porte-avions. Euh, il y a un aspect qu'on a mis dans le teaser, justement, qui est intéressant, je pense, et il y a une anecdote que tu racontais tout à l'heure qui m'a particulièrement marqué. Ça a trait à la communication au sein de l'équipe. Mais avant ça, euh, une question sur ta place dans l'équipe aujourd'hui. Enfin, avant, dans sa carrière, tu as été gardienne pendant des années. Pourquoi ce choix? Est-ce que si ça a été un choix pour toi de faire gardienne dans l'équipe, quelle était la spécificité de ce poste-là? Qu'est-ce que tu en retires? Bah, ça a été un peu des choix. Parce que j'avais c'est peut-être pas le bon mot, mais j'avais envie d'être déterminante. Et je savais que gardienne de but, ça pouvait vraiment faire pencher. Si on arrête le bon tir au bon moment, on fait pencher la balance. C'est un peu un sport individuel dans un sport d'équipe. Oui. C'est vraiment ça. Mais il y a aussi une petite équipe de gardiennes, généralement des deux ou trois. Et malheureusement, il y en a toujours qu'une sur le terrain. Donc, ce sport individuel dans un sport d'équipe, ça reflétait assez bien ma personnalité. J'avais envie de prendre des responsabilités, d'être vraiment au cœur du sujet, tout en faisant un sport collectif parce que j'adore le rapport humain, j'adore les gens, j'adore partager des choses. Et je pense que c'est encore plus fort justement quand tu gagnes ensemble. Et donc voilà, c'était le parfait poste pour moi. Bon, bah, ça, c'est un super message, en tout cas une belle passerelle qu'on peut faire entre nos mondes, parce que quand on est pilote de chasse dans un monoplace, on fait aussi un sport individuel, mais on fait ça au sein d'une équipe. C'est ce qu'on voit sur les images en ce moment, donc tout sur le porte-avions. Donc 2000 marins qui sont au service de la même mission.
Et le sport individuel dans le sport d'équipe, typiquement, c'est aussi le job d'un pilote de chasse. Et là, pour le coup, on peut faire un parallèle entre nos deux professions, si tu veux, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Euh, une équipe qui dit équipe dit coordination, on le voit aussi sur ces images-là, pouvoir catapulter un avion, ça se fait pas comme ça, il faut du monde autour. Une des anecdotes que j'ai retenues tout à l'heure quand on discutait là, c'est euh, notamment ton rapport avec au sein de l'équipe les différents postes, et notamment une personne en particulier qui était défenseur au sein de l'équipe, qui arrivait un peu plus tard que toi dans l'équipe, et cette mésentente ou cette mauvaise compréhension entre vous qui a pu générer des formes de frustration. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Bah, l'anecdote, elle est très simple, c'est que moi, en tant que gardienne de but, je dépends de ma défense et des gens qui défendent. Et c'est vrai que souvent, je dis que c'est hyper important le langage, mais le langage en utilisant les bons mots, mais le langage corporel aussi. Ça m'arrivait plusieurs fois justement avec cette même fille quand je me prenais un but, moi, gardienne reconnue du contexte international, elle se retournait et elle me faisait un signe un peu avec des mains, genre, putain, tu l'as pris, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? T'es pas bonne. Et en fait, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et finalement, en travaillant avec un préparateur mental, mais aussi nous ensemble, on s'est rendu compte que en fait, c'était juste elle de son côté, elle avait énormément de pression de défendre devant moi, qui était gardienne expérimentée depuis des années. Et en fait, quand on a discuté et ouvert le sujet, on s'est dit, mais en fait, c'est juste une incompréhension totale due à un langage non verbal en plus. Donc, c'était hyper important justement parce qu'il n'y avait pas vraiment d'abcès, hein, mais c'était juste des a priori, des ressentis. Et finalement, une fois qu'on a échangé sur ce sujet-là, eh ben, on est devenu déjà hyper proche dans le groupe, mais aussi hyper complémentaire dans le jeu. Et c'est devenu une force pour moi et une force pour elle. Ouais, je trouve que c'est une belle histoire aussi parce que dans notre monde, comme tu le sais, on a aussi des contraintes qui sont fortes, hein. Toi, tu parlais d'un match. J'imagine que dans le match, on n'arrive pas à se parler forcément parce que il y a du bruit, ne serait-ce que parce que le public, tu disais qu'il y avait des salles qui pouvaient jusqu'à 28 000 personnes. Ça devait être à la fois hyper grisant, mais aussi très bruyant en termes sonores. Donc, faire passer les bons messages, en plus avec tout le côté, comment dire, la façon dont le message est individualisé parce que tu retranscris des émotions avec des gestes corporels, ce que tu décrivais tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est assez similaire en termes de contraintes, hein. Les moteurs, tu l'as vu tout à l'heure, On ça fait n'entend beaucoup pas. de bruit, donc on n'entend pas, donc on est privé de l'usage de la parole. Euh, En tout cas, à l'extérieur sur le pont d'un vol, il faut se faire comprendre. Et donc on a mis en place plein de signaux techniques très précis qui nous permettent de nous coordonner pour savoir qui fait quoi à quel moment. Et chacun sait de façon, entre guillemets, dépassionnée ce qu'il doit faire à ce moment-là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une force chez nous, dans ce collectif-là, d'avoir, comment dire, généré, créé des signaux bien spécifiques, y compris quand, par exemple, on est passé du super étendard au Rafale sur le pont. Le Rafale, il a d'autres capacités, d'autres choses à mettre en œuvre en termes de mise en route ou au niveau du catapultage. Et donc forcément, les signaux visuels qui vont avec dans l'environnement contraint, ils changent. Donc je pense que l'expérience que tu as fait à ce moment-là, ça rejoint pas mal ce que nous, on doit faire pour essayer d'être le plus efficace possible en mettant de côté le côté, euh, le côté passionnel, même si on fait des métiers passion, hein, que ce soit le handball à haut niveau ou mettre en œuvre des avions sur un porte-avions. Il y a un moment où, quand tu es dans l'action, en fait, il faut être centré sur l'action. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, notamment tout ce qui est appréhension, gestion du stress. Euh, c'est euh, c'est important d'être vraiment centré sur l'action pour pouvoir performer avec, avec le degré de performance attendu. Super. Et j'avais un autre sujet que je voulais aborder parce que pour le coup, tu as fait une carrière brillante en tant que joueuse. Maintenant, tu entraînes. Comment ça s'est passé pour toi? C'était quelque chose qui était naturel de passer de joueur à entraîneur parce que tout le monde ne passe pas forcément ce step-là. Euh, comment tu. Pareil, c'était une question de choix, c'était une évidence pour toi. Comment tu l'as. Alors déjà, c'était une évidence que j'avais envie de rendre au handball un petit peu ce que le handball m'avait apporté dans ma Ouais, vie. une façon Mais je ne savais pas encore sous quelle forme. Et puis je me suis posé la question, on m'a posé la question Ouais. concrètement.
demandant la fédération, les entraîneurs, en me posant la question, est-ce que tu n'aurais pas envie d'entraîner? Ça me botterait bien, ton profil, enfin voilà, ton profil, même en tant que joueuse, j'étais beaucoup dans l'échange et tout ça. Et moi, par contre, je me suis beaucoup questionnée en me disant, c'est pas parce que tu as été une joueuse, très bonne joueuse, que tu peux être un très bon entraîneur, un très bon manager. Donc, je me suis assez vite posé la question parce ils ont éveillé quelque chose, une curiosité en moi. Et puis, j'ai fait des formations chez les jeunes. Et puis, finalement, j'ai passé mes diplômes parce que je trouvais ça important aussi, d'aller voir ce qui se faisait Ouais. ailleurs et de vraiment comprendre ce qu'était un entraîneur et pas forcément qu'un joueur. Donc, je suis allée chercher des choses chez les managers, chez les entraîneurs, de la technicité et puis finalement la tactique, la technique. En tant que joueuse, j'ai su le développer. Donc, c'est un plus, je dirais, dans mon rôle d'entraîneur aujourd'hui. D'accord. Et donc, un des aspects qui m'intéressait aussi là-dedans, c'était comment tu gères aujourd'hui ce nouveau statut d'entraîneur vis-à-vis des différentes individualités qu'il y a. Alors, nous, c'est une question qui est assez centrale dans la façon dont on traîne aussi le groupe à embarquer, parce que euh, une question qu'on nous pose souvent quand les jeunes cherchent à rejoindre nos rangs, c'est comment il faut que je sois pour être comme vous, en fait, pour être pilote de chasse, pour faire tel ou tel métier. Et donc, il y a cette espèce de notion latente qui consiste à dire qu'il y a un stéréotype de joueur ou il y a un stéréotype de pilote de chasse. Or, c'est pas vrai du tout. Il y a des prérequis qui sont des fondamentaux pour lesquels on peut pas. Voilà, il y a la technique de chacun, mais il y a quand même des spécificités. Ça, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur la façon dont toi tu appréhendes les individualités en tant qu'entraîneur? Ben, je pense que déjà, c'est hyper important de savoir que tous les sportifs sont différents Mm. et tous les pilotes sont différents. Je pense que c'est vrai que c'est des idées reçues qu'on se fait parce qu'on a envie et qu'on a vraiment envie d'atteindre le plus haut niveau. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous des personnalités fortes avec beaucoup d'ambition. Et je pense que quand on a envie de devenir pilote, on a beaucoup d'ambition. Et finalement, c'est la formation, c'est les gens qui vous entourent, c'est tout ça qui vont vous permettre aujourd'hui de devenir pilote Mm. ou handballeur professionnel. C'est vraiment hyper important de s'entourer, d'essayer de comprendre dans le monde dans lequel on vit et vraiment d'aller chercher le plus loin possible dans ses ressources pour atteindre l'objectif final qui est un peu le rêve de chacun, c'est de faire un travail qu'on aime et finalement, serait-ce pas là le plus important, Mm. arriver aujourd'hui vivre ce qu'on aime le plus profondément, c'est quand même enfin, je me sens hyper chanceuse, moi, de pouvoir être entraîneur aujourd'hui de l'équipe de France, d'avoir été championne du monde en tant Mm. qu'entraîneur aussi et d'être médaillée aux Jeux Olympiques, pardon. Donc voilà, c'est vraiment de prendre le temps et d'évoluer, de penser que chacun est différent et qu'il faut surtout ne pas vouloir ressembler à quelqu'un, mais plutôt être soi-même. Mm. C'est toujours mieux. Ouais, alors ça, je pense que c'est un message fort aussi qu'on peut adresser aux plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent et qui doivent encore se façonner une carrière. C'est pas essayer de copier ou d'agir par mimétisme ou d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre sillon, votre propre voie à tracer. L'important, c'est de travailler dur pour acquérir les gestes techniques qui sont essentiels à la réussite. Et après, bah, vous développerez votre propre personnalité au sein de la communauté dans laquelle vous évoluerez. Et donc ça, je pense que c'est valable dans ton milieu, c'est évidemment valable dans le nôtre aussi. L'important, c'est de raisonner au sein de l'équipe. Tu as eu des mots qui étaient très inspirants tout à l'heure, là, justement sur la façon dont tu vois toi, un joueur ou un élément de l'équipe. Est-ce que tu peux peut-être revenir dessus? Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'individualité. Mm. C'est la personne qui elle est, la comprendre, quels sont ses bons côtés comme ses mauvais côtés, physiquement aussi. Et vraiment, en fait, faire en sorte que cette personne-là puisse s'exprimer du mieux qu'elle peut pour le collectif. Parce que nous, on fait un sport comme vous finalement, mais on fait un sport collectif et finalement le collectif reste le plus important. Mais par contre,
si les individualités ne sont pas bonnes et ne sont pas ultra performantes, on n'ira jamais chercher des médailles. Ouais. Donc il faut aller chercher l'ultra performance dans chaque individualité en étant attentif aux individus et aux personnes pour tirer le summum de la quintessence du collectif et apporter des médailles à la France. Tout en restant, en gardant à l'esprit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement, on se met au service de l'équipe. Exactement. Et- L'équipe reste l'essentiel et pas les individus. Ouais, bon, ça je pense que c'est un mot fort à retenir aussi, c'est que bien qu'on vise, et c'était aussi ton choix de faire gardienne parce qu'il y avait cette notion de je m'épanouis à titre individuel dans un sport collectif, mais ça reste un sport collectif. Et donc à la fin, c'est le maillot de l'équipe de France. Comme nous, finalement, c'est la France qu'on défend. Donc là-dessus aussi, c'est un autre parallèle qui est assez intéressant dans le deux milieux. Et je retiens aussi ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de quand tu vas à un match, tu vas à la guerre en fait, et c'est ce que tu essaies de fédérer ton équipe autour de de ce parallèle-là en fait, qui est fort parce que vous allez vraiment au combat en fait quand vous faites un match. Bah, c'est assez marrant quand j'ai dit ça tout à l'heure dans la conférence, je me suis dit, c'était vraiment en train de dire ça ici. Mais en fait, c'était plus vraiment cette sensation-là parce que, alors oui, c'est pas la réalité, c'est pas la guerre, mais finalement, c'est être capable de faire don de son corps Ouais. aussi parce que nous, on a une vraie activité physique avec des joueuses. Par exemple, moi, les ballons, en tant que gardien de but, ils partent entre 80 et 120 km à 2 mètres de toi parce qu'elles sautent au-dessus des cages. Donc, ça peut être très violent. Les joueuses qui arrivent en pleine course Ouais. se prennent des coups très très durs. C'est vraiment très très physique. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc finalement, c'est plus ça, partir à la guerre entre nous, Ouais. c'est être sûr que la copine qui est à côté, on sera capable de tout donner et de l'aider. Ouais. Et c'est un peu ce sentiment-là, c'est de partir ensemble et de savoir que quoi qu'il arrive, on sera soudés et on s'entraidera, pardon. Bon, je pense que c'est un beau mot pour conclure ce live qui se veut volontairement court parce que Amandine a aussi d'autres impératifs. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous rajouter un dernier mot, peut-être pour ceux qui nous écoutent et puis ceux qui pourront nous réécouter derrière, puisque évidemment ce live sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Un message sur cette journée ou ce qui t'a marqué dans la globalité sur l'interaction que tu as pu aujourd'hui avoir avec la communauté de la chasse embarquée? Ben, dans la globalité, c'était un moment incroyable. Merci à toi. Hyper contente d'être là. J'aurais aimé répondre à plus de questions. J'aurais aimé partager plus de moments. Mais je sens que c'est que partie remise parce que si on revient avec l'équipe de France, je pense qu'on essaiera de faire un petit temps. Bon, le rendez-vous est pris, on a mis 100 balles dans la machine et ça a l'air de répondre, donc je serais très heureux de pouvoir interagir avec l'équipe de France ici. On n'est pas loin de Brest, Brest a une grosse culture du handball aussi. C'est d'ailleurs pour ça que finalement tu es ici, parce que c'est une rencontre J'étais, complètement oui, fortuite il y a quelques exactement. jours, et donc merci d'avoir accepté cette invitation au pied levé, parce que pour le coup c'était vraiment au dernier moment. Et on espère que vous avez passé un super moment avec nous, même si c'était très court. N'hésitez pas à revisionner ce live. C'était le premier de la saison. On a été absent de la fréquence depuis le mois de juillet et on s'en excuse. Mais c'est vrai qu'entre-temps, on a fêté les 20 ans du Rafale au mois de septembre, donc ça nous a pas mal pris de cases. On a eu le meeting de Morlaix, parce qu'on fait des démonstrations aériennes aussi. Donc là, c'était l'Andivisio qui a organisé aussi tout ce meeting aérien, donc ça nous a aussi pas mal occupé. Maintenant, on va revenir un peu plus régulièrement. On a d'autres surprises qui vont arriver. En tout cas, merci d'avoir été présent parmi nous aujourd'hui. Et puis, Amandine, je te dis à très bientôt parmi nous. On aura toujours grand plaisir à t'accueillir ici. Tu reviens quand tu veux. Merci. À Tout le monde. bientôt!